qui nous écoutent. Bon, moi, mon nom, c'est Patrick Saint-Onge. Je suis candidat pour le Parti populaire du Canada dans la circonscription d'Honoré-Mercier. Et puis, nous avons avec nous en ligne, en direct, Monsieur Rénald Duberger, professeur titulaire de géophysique, retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est membre du comité scientifique de l'Association des climato-réalistes. Il est l'un des 14 ambassadeurs de la Déclaration européenne sur le climat et aussi l'un des 500 scientifiques et professionnels de 24 pays qui avaient envoyé une lettre à l'ONU le 23 septembre dernier. Alors, bienvenue parmi nous. Je corrigerai un petit peu, si tu permets. Bien sûr, bien sûr. On est plus que 500 maintenant, on a dépassé le 700. D'accord, donc il y a maintenant 700 scientifiques depuis qui se sont, donc 200 qui se sont rajoutés depuis le 23 septembre, c'est bien ça? C'est ça, puis c'est pas fini, ça continue de rentrer. Et moi, je suis un des ambassadeurs, comme tu viens de dire. D'accord. En fait, la déclaration à l'origine était une déclaration européenne. Elle est devenue maintenant une déclaration mondiale. D'accord, d'accord. Ben merci d'avoir corrigé l'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en introduction à l'entrevue, c'est juste à titre d'introduction, l'élément qui a déclenché l'envoi de cette lettre à l'ONU? Je ne sais pas s'il y a un élément déclencheur, mais il y a une personne qui a déclenché ça. C'est un professeur des Pays-Bas, Gus Verkout, géophysicien comme moi, professeur émérite à l'Université de La Haye aux Pays-Bas, membre de l'Académie royale des arts et des sciences, donc c'est pas un deux de pique. D'accord. On parle pas d'un acteur ou d'un metteur en scène, là. On parle d'un scientifique géophysicien comme moi, reconnu mondialement pour ses connaissances dans le domaine. Et puis c'est lui qui a eu l'idée de déclencher cette déclaration. C'est pas une pétition, c'est une déclaration. Une déclaration, d'accord. Oui, qui comprend des scientifiques du climat, oui, du climat, mais des scientifiques qui ne sont pas des scientifiques du climat, mais qui sont quand même des scientifiques, des ingénieurs, des professionnels dont on pense qu'ils ont suffisamment de connaissances et d'intelligence pour porter un jugement critique sur l'évolution du climat. Alors, ces gens-là, on est rendu 700, avons adressé à l'ONU, secrétaire général, puis la personne responsable du programme des changements climatiques, la déclaration que peut-être, qui est sur Internet, si vous rentrez déclaration climat, bien sûr, vous allez voir. Nos auditeurs, ils peuvent aller consulter sur notre page d'Honoré-Mercier ce lien-là qui apparaît déjà. D'ailleurs, c'est votre site qu'on a utilisé pour pouvoir promouvoir cette lettre-là. OK. D'accord. C'est bien beau. Alors, oui, excusez-moi. Ce qu'on veut, en fait, on veut que les gens soient informés parce qu'ils ne le sont pas informés. Tout à fait. Il y a eu, on prétend qu'il y a eu c'est Radio-Canada qui prétend ça, 500 000 personnes à Montréal qui ont défilé dans les rues, qui ont marché dans les rues pour invoquer Sainte Greta pour sauver le climat. Si j'avais posé la question à ces gens-là, ils étaient quoi? En réalité, peut-être 160 000. Qu'est-ce que c'est que le climat pour toi? Qu'est-ce qu'ils m'auraient répondu? Pas sûr qu'ils savent ce que c'est que le climat. La Terre n'a pas de climat. Une région, le climat, c'est une notion régionale. D'accord. Le climat, c'est la température, les précipitations, les vents, en fait, tous les événements qu'on appelle météorologiques, pendant une trentaine d'années, sur la moyenne sur une trentaine. C'est ça le climat. C'est une notion régionale, surtout pas globale. Le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère présentement, c'est combien de pourcents de CO2? Il m'aurait tout répondu 40, 30, 50. C'est 0,04%. Patrick, as-tu déjà vu une émission à Radio-Canada, qu'elle soit scientifique ou non, au téléjournal, un reportage d'Anne-Marie Dussault ou autre, ou de Charles Effet Tisser, qui dit aux gens,
présentement, le taux de CO2 dans l'atmosphère est de 0,04%. 400 parties par million. Jamais entendu ça, moi. Non, moi non plus. En général, on n'est pas tellement bien informé sur la question de la science derrière ce qui est déclaré. Mais dites-moi, Monsieur Duberger, juste pour cheminer par rapport à nos auditeurs et par rapport aussi à certains éléments qu'on a publiés sur bon, vous n'êtes pas au courant peut-être, mais certains éléments qu'on a publiés sur notre site de campagne. J'aimerais d'abord vous demander des questions de base. Bon, la première question de base que j'aimerais vous demander, c'est pouvez-vous nous expliquer la distinction entre un vrai scientifique et un faux scientifique? Ça, moi, j'adore cette question-là parce que j'ai parfois des discussions sur Facebook avec des gens intelligents, mais un vrai scientifique, selon eux, c'est quelqu'un qui dit que la planète est en danger, puis qu'on en a jusqu'en 2050, avant la fin du monde, à moins de changer nos façons de manger, de vivre, de nous promener, de nous transporter. C'est ce qu'on dit présentement. Un vrai scientifique, pour ces gens-là, c'est ça un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui prétend ça. Alors, pour moi, un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui a d'abord un esprit critique. D'accord. Qui pose beaucoup plus de questions que poser des affirmations. D'accord. Je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent peut-être que l'imbécile fait beaucoup d'affirmations, le sage pose beaucoup de questions. Moi, vous allez me voir très rarement faire des affirmations. La seule affirmation que je peux faire en matière du climat à l'heure actuelle, j'affirme que ceux qui affirment que l'homme est responsable d'un changement climatique significatif, j'affirme que ce n'est pas prouvé. C'est la seule affirmation que je fais. Et je les mets en demeure de prouver que l'homme est responsable de façon significative d'un quelconque réchauffement climatique. Est-ce que je suis clair? Et j'adresse ma question, puis mon défi, puis mon challenge, si on peut dire, aux gens d'Ouranos qui reçoivent des impôts, de nos impôts pour perdurer parce qu'il était moribond. M. Legault a décidé d'injecter des millions dans leur affaire. Je leur pose la question à ces gens d'Ouranos-là. Prouvez-nous que l'homme a une influence significative sur le climat. Ils sont incapables de le prouver. Il n'y a aucune preuve que l'homme soit responsable de façon significative d'un quelconque changement climatique. D'accord. Combien de fois il faudrait que je le répète? Puis là, je mets au défi. Monsieur Duberger. Monsieur Duberger, vous me devancez un petit peu dans mes questions. J'aimerais ça vous revenir juste un petit peu en arrière, juste pour nous aider à cheminer même intellectuellement à travers ce qu'on est en train de discuter. Je vais poser une autre question simple. Dans le cadre de cette entrevue-là, qu'est-ce qui qualifie que quelque chose est un polluant? Ça dépend. Pour certaines personnes, un polluant, c'est quelque chose qui nuit à la santé humaine. C'est ma définition à moi. D'accord. Si ça nuit à la santé des êtres humains, mettons le mercure dans les rivières, le plomb dans les sols, c'est un polluant. L'ozone émis par les voitures dans une grande métropole comme Los Angeles, Mexico ou Londres, c'est un polluant. Mais le CO2, c'est pas un polluant. Autrement, mais pour les climato-alarmistes puis les je dirais éco-chondriaques, un polluant, c'est tout ce que l'homme n'aime pas. D'accord. Autrement dit, ils n'aiment pas le CO2, donc le CO2 pour eux, c'est un polluant. Mais donc, le CO2, c'est le contraire d'un polluant. Le CO2, c'est de l'engrais. D'accord. En fait, c'est exactement ma prochaine question. Je vais vous la formuler. Il est écrit dans la lettre, donc justement, dont on fait mention ici, qui a été envoyée le 23 septembre, que le CO2 n'est pas un polluant, mais que plutôt il est essentiel à la vie. Pouvez-vous nous expliquer cette déclaration? Absolument. S'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de vie dans la mer ni sur la Terre. Le CO2, le carbone, est nécessaire pour former les squelettes des organismes, dont nous, les êtres humains.
les tissus des plantes, et ensuite tout ce qui vit dans les océans, les poissons, les crustacés. Il y a eu des époques où le CO2 a été jusqu'à 20 fois plus abondant, 25 fois plus abondant que maintenant. Puis il n'y a pas eu d'extinction de masse, il n'y a pas eu de catastrophe. Alors, moi, je vois pas pourquoi on s'inquiète de la montée de la quantité de CO2. De toute façon, le CO2, oui, c'est un gaz à effet de serre, mais dépasser un certain seuil, mettons quelques 200 parties par million, on a beau doubler, tripler, quadrupler la quantité de CO2, l'augmentation de température est à peine visible. C'est dans le bruit de fond. D'accord. Parce que tout l'infrarouge a été déjà absorbé en deçà des 200 ppm. Donc, le CO2 n'est pas un polluant. Le CO2, c'est le gaz de la vie. D'ailleurs, j'étais à Montréal cette semaine à j'animais un séminaire sur le climat et l'énergie. D'accord. Et Patrick Moore, le fondateur de Greenpeace, tout à fait, est devenu un anti-Greenpeace parce qu'il s'est aperçu que c'était une formidable arnaque. Il est lui-même signataire de la lettre, je pense. Avec chiffres à l'appui, chiffres à l'appui et courbes à l'appui, que si on arrêtait d'émettre du CO2, maintenant on arrête toutes les voitures, tous les moyens de transport, tout ce qui émet du CO2, oui, la quantité de CO2 dans l'atmosphère va baisser de façon dramatique au point tel que le CO2 nécessaire pour former les organismes, les plantes, les êtres humains et les animaux va devenir dangereusement trop basse. Puis à ce moment-là, il va falloir élever une taxe carbone pour dire aux gens d'émettre du CO2. Donc, c'est assez fort. Donc Patrick Moore. C'est Patrick Moore qui nous a sorti ça. Je comprends. Il a raison avec chiffres à l'appui. Incroyable. Dites-moi, écoutez, je vais continuer dans les questions que j'avais. Ça, c'est vraiment très intéressant de constater finalement que scientifiquement, le problème en serait un, mais à l'inverse, dans une diminution trop grande du CO2, c'est là que ça causerait un réel danger pour l'humanité. Il y a des gens qui vont admettre, pour revenir un petit peu à la question précédente, qui vont admettre que le CO2 est essentiel à la vie, mais que eux, vous n'avez un petit peu parlé, mais j'aimerais ça peut-être, si vous pouviez davantage l'expliquer. Eux, ils vont dire que, donc oui, c'est essentiel à la vie. Maintenant, s'il y en aurait une trop grande quantité, c'est là que ça devient un poison ou ça devient un problème pour l'humanité. Pouvez-vous juste nous réexpliquer en quoi? Oui, mais ça dépend. Qu'est-ce qu'ils appellent une trop grande quantité? Il n'y a aucune notion des proportions. Hein? On donne tant de millions de verges cubes d'eau polluée dans le Saint-Laurent. Ah, les bras en l'air dedans. Qu'est-ce que c'est par rapport au volume total du Saint-Laurent? Autrement dit, tout ça, c'est une question de proportion. Demander à un noyer si l'eau, c'est un bienfait ou un malfait. Le gars, il est noyé, il y a eu trop d'eau. Trop d'eau. Ça veut pas dire... s'entendre là-dessus. C'est sûr, trop de CO2. Trop de CO2, ça peut t'empoisonner, mais hey, on est sûr, on a 0,04%. Tout le reste, c'est de l'azote, de l'oxygène, des gaz comme ça, des gaz bénéfiques. Alors, c'est quoi trop de CO2? Donne-moi un chiffre. Ils sont pas capables. Dites-moi, Monsieur Duberger, on voit aussi dans la lettre qui est écrit que les facteurs naturels, aussi bien que l'activité humaine, provoquent un réchauffement. Que dites-vous à ceux qui disent que l'activité humaine est la cause principale de ce réchauffement-là climatique? Je leur dis simplement, prouvez-le-moi. Je ne le répéterai jamais assez. Il n'y a aucune preuve que l'être humain est responsable d'un quelconque réchauffement climatique significatif. Parce que c'est nécessaire que je le répète encore. J'attends les preuves. C'est pas à moi. Peut-être si quelqu'un me dit, moi j'affirme qu'il y a une tour de Pise sur une planète à 10 millions d'années-lumière d'ici. Je doute de ton affirmation.
je te mets en demeure de prouver qu'il y a un tour de piste à 10 millions d'années-lumière d'ici sur une planète. Il a le fardeau de la preuve. Moi, je pourrais jamais prouver qu'il n'y en a pas de tour de piste parce que je peux pas y aller, qu'on n'a aucun moyen d'aller vérifier ça. Comprenez-vous la différence entre des gens qui affirment quelque chose puis ceux qui doutent de l'affirmation? Dites-moi, Monsieur Duberger, pouvez-vous nous parler un petit peu du fameux consensus de la communauté scientifique que l'on répète sans cesse dans les médias traditionnels? On dit qu'il y a un consensus par rapport à l'urgence climatique au niveau de la communauté scientifique. C'est le consensus de Radio-Canada, de TVA, de Journal Le Monde, Le Devoir, Le Soleil, La Presse, le Journal du Québec, le Journal... Il n'y en a pas de consensus. Il n'y a aucune étude, aucun sondage sérieux parmi la communauté scientifique internationale qui peut arriver à la conclusion qu'il y a un consensus. Il n'y en a pas de consensus. Du moins, jusqu'à preuve du contraire. Qu'on me montre une étude, qu'on me montre un sondage qui démontre cela, je vais m'incliner. Tout ça, c'est 96-97% oui, que Radio-Canada lance, là, c'est basé sur un seul article publié par des Australiens, il y a, je sais pas en quelle année, là, ils ont étudié 11 000 quelques articles scientifiques. Ils ont même pas lu les articles, ils ont lu les résumés des articles, et puis ils en sont venus à cette conclusion-là. Mais n'importe qui regarde cet article-là démontre que c'est pas 96% des scientifiques qui croient au réchauffement climatique anthropique, c'est même pas 0,3%. Quand on regarde les abstracts, il y a seulement 0,3%, 0,3% des scientifiques qui ont publié là-dessus qui incriment l'homme comme responsable d'un réchauffement climatique. Alors, on est loin du 96, hein? Mais pourquoi que Radio-Canada ne fait pas de reportage, d'enquête là-dessus? Pourquoi? Parce que c'est avec nos taxes. Puis les taxes fournies grâce à la politique de Justin Trudeau que ces gens-là inondent les électeurs de fausses nouvelles. Puis ils les alarment inutilement. Ils leur font peur. Et dans les écoles, les enfants sont rendus qui développent ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Qu'est-ce que Radio-Canada fait pour contrer ça? Est-ce que Radio-Canada expose seulement le problème de l'éco-anxiété chez les jeunes? Mais d'après moi, il est provoqué. Il est provoqué par ce qu'on mentionne dans les médias. C'est pas une urgence, une réelle urgence climatique qui provoque l'éco-anxiété. C'est le fait d'annoncer qu'il y a urgence climatique. Il y a plusieurs responsables là-dedans. Il y a d'abord pas les scientifiques, des scientifiques, parce que faut pas toutes les mettre dans le même sac. Il y a des scientifiques honnêtes, mais il y a une gang. Faut pas s'imaginer que les scientifiques, c'est plus probe, plus honnête que le reste de la population parce qu'ils ont un doctorat. Justement, ils ont un doctorat, ils sont plus... ils ont un quotient intellectuel au-dessus de la moyenne, sont capables, beaucoup plus capables que l'homme moyen de crosser le reste de la population. Ils savent que si vous continuez d'avoir peur de ce pseudo-problème, l'argent va rentrer sous forme de subvention dans leur coffre. Ils sont pas fous. C'est ce que moi j'appelle la poule aux œufs d'or climatique. Un exercice. C'est les premiers responsables. Les deuxièmes responsables, ce sont les médias comme Radio-Canada, Le Monde, Le Devoir, le Journal de Montréal et tout ça qui propagent des fake news. Quand on nous dit que dans le golfe Saint-Laurent, ça va monter de 3 mètres avant la fin du siècle, c'est basé sur aucune donnée scientifique prouvée, mais c'est propagé dans les journaux. J'accuse ces gens-là. Les médias. Ensuite, les médias comme Radio-Canada. Ensuite, les groupes, les activistes comme Greenpeace, le Équiterre,
World Wildlife Foundation, qui n'aurait pas d'argent si la population n'avait pas peur de quelque chose. Vous voyez, ils entretiennent la peur, ces gens-là. C'est des menteurs, avec le petit ours polaire tout amaigri. Vous avez vu les photos du National Geographic? Un ours polaire, c'est pas éternel. Ça finit par mourir. Puis quand ça meurt d'un cancer, comme un être humain souvent meurt d'un cancer, il est tout maigre, il agonise. Ben, les ours polaires, c'est pareil. Ils ont photographié un ours polaire comme ça, puis ils vous garochent ça sur des diapositives qui montrent dans les écoles, puis le pauvre petit Kevin, il croit ça, lui, puis il arrive chez lui, il dit, papa, le petit ours, il va mourir, c'est ta faute, avec ton 4x4. C'est à ça que je m'attaque. Tout à fait. Et avec raison. Monsieur Duberger, il y a des gens qui vont chercher à enlever la crédibilité des signataires de la lettre, qui vont faire des liens avec certains signataires, dont Gus, je sais pas si je le prononce comme il faut, Gus Berkhout, avec des liens avec l'industrie pétrolière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Ça, c'est vraiment cheap, c'est vraiment bas, c'est vraiment lâche. Quand les gens sont pas capables d'argumenter avec moi, ils vont m'attaquer, ils vont attaquer les gens qui sont pas de leur avis, en essayant de détruire leur réputation. Gus Berkhout, comme j'ai dit tantôt, est un professeur émérite de l'Université de La Haye, aux Pays-Bas, géophysicien comme moi. Il est membre de l'Académie royale des arts et des sciences, c'est pas un de pique. Malheureusement, M. Berkhout, en tant que géophysicien, c'est sa spécialité comme la mienne, a travaillé pour Shell. Comme moi, j'ai enseigné pendant 33 ans à l'Université du Québec à Chicoutimi l'art et la science d'explorer pour le pétrole. Est-ce que ça fait de moi un sale pétrolier, un gars à la solde d'intérêt? Je suis retraité. Donc, je suis libre de parler. Gus Berkhout aussi, il est retraité. Il est libre de parler. Il dit ce qu'il pense. Mais le fait d'avoir eu des accointances, des sympathies pour le pétrole, parce que le pétrole, c'est, qu'on le veuille ou pas, t'aurais pas de pétrole, là, arrête le pétrole, les gens, ils seront obligés de marcher sur l'autoroute 20. Il y aura plus d'autobus, il y aura plus de train, ça va être fini. On veut-tu vivre ça? Puis, est-ce que pour avoir cherché du pétrole puis trouver du pétrole, ça te rend impropre à donner un avis éclairé sur le changement climatique? Absolument pas. Tout à fait. Ce qui serait un problème, ça serait de retirer un bénéfice financier en étant porte-parole. Ça serait. Là, on pourrait dire qu'il y a une compromission de ce qui est déclaré pour favoriser de là où vient le bénéfice. Mais dans le cas dont vous mentionnez, étant retraité, c'est évidemment pas mentionné lorsque quelqu'un fait un lien pour enlever, mettons, votre crédibilité ou la crédibilité de Monsieur Berkhout. On mentionne pas que le fait d'être retraité fait qu'il n'y a plus de lien finalement. Donc, merci, ça nous éclaire beaucoup, Monsieur Duberger. J'espère être d'une certaine utilité pour vous donner non seulement de l'information scientifique, mais aussi mon feeling. Comment je me sens vis-à-vis de cette hystérie qui a embrasé la planète et qui a débordé avec ce qu'on appelle l'Extension Rebellion, là. C'est rendu que ça n'a plus maudit bon sens. C'est devenu même violent. Dans le métro de Londres, il y a eu des actes violents. Ces gens-là sont d'une violence que moi, j'aurais pas soupçonné. Pourtant, ils prétendent protéger une planète. Je viens d'écrire mon dernier billet, là, il y a quelques minutes. Vos auditeurs, ils peuvent aller voir sur mon blog duberger.me. D'accord. Et vous allez voir ce que je pense. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Duberger. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous aider à comprendre la vérité des faits scientifiques derrière derrière l'information que l'on reçoit via les médias traditionnels. Merci beaucoup. Et si je peux conclure avec un message, Maxime Bernier. J'admire Maxime Bernier, le seul politique canadien qui a été capable
de dire les vraies choses. Tout à fait. Et c'est un poisson vivant parce que seul le poisson vivant peut aller à contre-courant. Toutes les autres politiques là, contre lui, c'est des poissons morts. Donc, en espérant que vos paroles puissent être entendues sur l'Internet de bout en bout. Ben, merci beaucoup, M. Duberger. Passez une bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir.